Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 11 juin 2026 et nos chers amis Richard Wolff et Michael Hudson sont avec nous aujourd'hui. Bienvenue à nouveau, Richard et Michael. C'est un vrai plaisir d'être ici en ce moment. Et quel moment important, vraiment. Oui, exactement. Ce qui s'est passé hier soir, c'était une confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Iran. Les frappes ont visé principalement deux îles, l'île de Sirik et l'île de Keshm, dans le golfe Persique, près du détroit d'Ormuz. Ensuite, il y a eu une attaque dans une ville proche de la capitale iranienne, Karaj. Deux frappes dans cette ville. Et puis, un autre aspect important de l'attaque américaine, c'est qu'ils ont essayé de frapper des usines pétrochimiques, notamment une usine dans la ville d'Assalouieh, l'une des plus grandes installations pétrochimiques du pays. Le missile de croisière qu'ils ont utilisé a été intercepté à 2 reprises. Après ça, le CENTCOM a déclaré que l'attaque n'avait pas eu lieu. Puis la riposte iranienne est arrivée et ils ont frappé des cibles au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie. D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a eu des cibles touchées au Koweït, le radar au Koweït a été frappé, et la base aérienne de Mouafaq Salti. Quelque chose comme ça, en Jordanie. Oui, Mouafaq Salti en Jordanie a été touché par des missiles iraniens. Il y a des vidéos qui le confirment, et les Iraniens ont déclaré avoir visé les avions de chasse qui s'y trouvaient. Voilà ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Avant cette attaque, il y avait eu une frappe sur l'île de Sirik, en Iran, et cette attaque avait détruit 2 réservoirs d'eau importants sur l'île. C'était une nouvelle étape, et beaucoup de gens se demandaient si l'Iran allait s'en prendre aux usines de dessalement dans les pays du Golfe ou en Israël. Ce n'est pas arrivé. Donc, voilà où on en est. Et Donald Trump, l'objectif de l'attaque contre l'Iran, selon ce qu'il a dit, c'est de forcer les Iraniens à accepter ces conditions. Il veut forcer les Iraniens à se retrouver dans une nouvelle position pour conclure un accord avec Donald Trump. Aujourd'hui, il l'a répété. Il a dit que ce soir, nous allons attaquer l'Iran, qu'on pourrait prendre l'île de Kark. Il a dit ça aujourd'hui, il l'a tweeté. Et voici ce qu'il a déclaré. Nous avions Scott Bessent avec nous, et il y a quelques instants, Scott Bessent a tweeté que le régime iranien allait perdre le jeu à somme nulle qu'il est en train de jouer. Tout dommage infligé à nos alliés du Golfe sera compensé par des fonds prélevés sur les comptes iraniens. Tous les droits versés à l'autorité du détroit du Golfe Persique seront compensés par des fonds prélevés sur leurs comptes. Chaque attaque lancée par l'Iran ne fera qu'aggraver les conséquences économiques et financières auxquelles il fait face. Voilà ce qu'a dit Scott Bessent. Et il y a quelques instants, Donald Trump a déclaré ceci sur Fox News. Faites l'histoire. Il pourrait agiter le drapeau blanc de la reddition. Il pourrait dire « Nous nous rendons, nous nous rendons. C'est fini pour nous. On en a assez. Les États-Unis sont la plus grande puissance. Loué soit Allah. » Et il pourrait faire tout ça. Il pourrait le dire haut et fort. Et les faux médias diraient que c'est une grande victoire pour l'Iran. Franchement, c'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue. Richard, commençons avec toi. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu perçois la situation en ce moment, avec la nouvelle attitude de Donald Trump, ce jeu de représailles, ces frappes dont il sait très bien que l'Iran va répondre? Moi, je ne vois aucun signe que qui que ce soit s'en préoccupe vraiment. En tout cas, pas dans le sens où il essaie de faire pression pour changer la position iranienne. Je ne vois pas ça du tout. Au contraire, ils sont en train de durcir leur position. Quelle est ta lecture de tout ça? Oui, je pense que vous avez essentiellement raison. Je n'ai aucune raison de voir les choses autrement. M. Trump répète depuis plus de 3 mois, depuis le début de cette guerre, qu'il était en train de négocier.
Et quand il est devenu évident que ce n'était pas le cas, qu'il n'y avait aucune négociation en cours, il a ensuite affirmé qu'il était tout près d'un accord. Ça, il le dit depuis au moins 2 mois. Mais il n'y a pas de tout près d'un accord. Monsieur Trump ne dit pas la vérité. Ou, disons-le autrement, il entretient une relation très particulière, très personnelle avec la vérité. Et ce n'est pas une relation amicale. En résumé, il n'y a aucune raison de croire à tout ça. Si c'est vrai, je n'ai évidemment aucun moyen de le vérifier. Mais si c'est vrai que les États-Unis ont envoyé plusieurs missiles et que ces missiles ont été interceptés, abattus et n'ont pas atteint leur cible, à part 2 réservoirs d'eau, eh bien, c'est une métaphore parfaite du fait que l'Amérique ne fonctionne plus. Franchement, à quoi ça sert de détruire 2 réservoirs d'eau? En plus d'être idiot, ça ne change rien de concret. Et pendant ce temps, si c'est aussi vrai que les Iraniens ont riposté avec des missiles qui, eux, ont bien atteint leur cible et que ces cibles étaient des installations militaires, eh bien voilà. Là, on peut dire qu'ils gagnent cette guerre. Même dans ce jeu de représailles militaires, c'est l'Iran qui est en train de la gagner. Si vous m'aviez dit qu'ils avaient bombardé des zones résidentielles à Ispahan, à Téhéran et ailleurs, là j'aurais une autre attitude. Ce serait horrible, bien sûr, mais ce serait une situation différente. Là encore une fois, c'est surtout du bluff. Passons maintenant à Scott Besson. Scott Besson, je vais rester aussi poli que possible, n'a jamais été, disons, le couteau le plus affûté du tiroir. Il ne l'a jamais été, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qu'il dit, en général, ce sont des réflexions ternes, des échos tardifs destinés à soutenir M. Trump, envers qui il se comporte d'une manière qu'aucun intellectuel digne de ce nom n'adopterait. Même s'ils étaient serviles à ce point, ils n'iraient pas jusqu'à le jouer ainsi. Cet homme, soit il ne se rend pas compte de l'image qu'il donne, soit il s'en moque. Alors, répondons-lui. L'Iran paie déjà un prix énorme en fermant le détroit d'Ormuz. L'Iran est lui-même un grand utilisateur de ce détroit, et ça lui coûte de l'argent. Les bombardements, il faudra les réparer, et ça aussi, ça coûte de l'argent. Et quand M. Besson dit « j'ai d'autres moyens de vous faire payer », par exemple, je vais prendre dans l'argent qu'on vous a saisi, votre argent, pour rembourser les gens que vous avez fait payer. Eh bien, c'est vraiment une mesure très molle, ce qu'il vient de faire. En gros, il dit aux Iraniens, vous pouvez faire payer, mais on le reprendra simplement dans votre propre argent. Eh bien, à ce stade, les Iraniens se sont déjà fait confisquer cet argent et ils ont trouvé un moyen de se rembourser eux-mêmes. Et tout ce que M. Besson peut leur dire, c'est « eh bien, je ne vous rendrai jamais cet argent », alors qu'ils ne s'attendaient pas à le récupérer de toute façon. C'est un comportement puéril. Et dans le contexte plus large, si l'Iran est prêt à appeler le bluff d'une action militaire, ce qu'ils font depuis 3 mois maintenant, alors non, ils ne vont pas céder. Tu as raison, Nima. Ils ne vont pas plier juste parce que M. Scott Besson a trouvé 3 petites broutilles à brandir. Franchement, c'est insensé. Et en plus, maintenant, il nous annonce ce qu'il compte faire à l'avenir. Eh bien, toute personne qui connaît un peu la guerre sait que ce qu'on dit pendant la guerre et ce qu'on accepte à la fin, ce n'est jamais la même chose. Donc ce qu'ils promettent qu'ils feront plus tard, excusez-moi, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est fait pour que les médias américains le répètent, histoire de donner l'impression que M. Trump est dur. C'est ça, toute l'histoire de l'île de Karg. C'est ça les conteneurs d'eau. C'est ça aussi, ces mensonges sur l'escorte de navires fantômes. En réalité, si j'ai bien compris, tout ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est attaquer le mauvais bateau. Un navire affrété par l'Inde et tuer 3 marins indiens. Franchement, c'est ça un exploit? C'est pathétique.
Et qu'un pays riche et puissant en arrive là, ça montre déjà qu'il est en train de perdre. Je voudrais revenir sur ce que disait Richard à propos du fait que Trump a parlé de l'avenir. L'un des points intéressants, c'est qu'il a enfin abandonné la fiction selon laquelle cette guerre tournerait autour d'une bombe atomique iranienne qui n'existe pas. Ces derniers jours, il a dit premièrement qu'il voulait à nouveau s'emparer de tout le pétrole de l'Iran. Et il a précisé exactement ce qu'il comptait en faire. Il a dit que, une fois le pétrole iranien pris, la moitié des recettes d'exportation servirait à payer les États-Unis pour nous dédommager des coûts engagés dans cette guerre non déclarée contre l'Iran. L'autre moitié, selon lui, irait à des pays de la région que l'Iran aurait blessés. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour deviner de quel pays il parle. C'est d'abord Israël qui a été la cible des bombes et aussi d'autres satellites des États-Unis, comme les Émirats. On peut sans doute oublier la Jordanie. Je ne sais pas combien de temps ce pays va encore exister. Je ne sais pas non plus combien de temps les Émirats vont durer. Probablement que l'Arabie saoudite finira par récupérer la part du gâteau. Mais Trump dit très clairement qu'il veut faire à l'Iran ce qu'il a fait avec succès au Venezuela, s'emparer du pétrole et faire en sorte que tous les revenus des exportations soient versés sur un compte contrôlé par les États-Unis. Peut-être qu'ils choisiront Miami, comme pour le compte vénézuélien. Et les États-Unis décideront ensuite de la répartition entre leur armée, leur budget, pour réduire le déficit, et aussi pour Israël et les autres armées par procuration qu'ils soutiennent là-bas. En clair, tout ça tourne autour du pétrole. Ça n'a absolument rien à voir avec le prétexte de relations publiques selon lequel il s'agirait du programme nucléaire iranien. Richard, quand on parle de la stratégie des États-Unis, cette stratégie du coup pour coup, eh bien, après l'attaque, on a appris que l'Iran avait complètement fermé le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? En ce moment, plus rien ne bouge dans ce détroit. Avant, on avait, je sais pas, entre 10 et 30 pétroliers qui passaient chaque jour, payant les droits de passage et tout ça, mais là, plus rien. Et ils essaient clairement de faire pression sur l'économie mondiale. On le voit bien sur les marchés. Donald Trump avait été très habile pour manipuler le marché, notamment sur le prix du pétrole. Mais ce que Robert Kagan a dit, c'est une toute autre histoire quand on parle du prix du pétrole. Il a expliqué que le prix qu'on voit actuellement n'est pas le vrai prix du pétrole. Selon lui, le vrai prix serait plutôt autour de 150. Alors pensez-vous que cette poursuite de la guerre, cette stratégie du coup pour coup, va continuer? Je ne sais pas combien de temps l'économie des États-Unis pourra encore soutenir Donald Trump. Et on connaît les gens, on connaît les sondages aux États-Unis, mais il doit bien y avoir un certain calcul à faire sur l'économie mondiale. Est-ce que selon vous, ils en tiennent compte dans leur analyse? Dans l'alignement de la décennie. Oui, exactement. Oui, je pense qu'ils ont une idée. Mais en fait, il y en a deux possibles. La première, c'est qu'ils n'ont pas à se soucier du prix de l'essence, ni de l'inflation, ni des 4,2% annoncés hier, ni de l'inflation plus forte qu'on peut raisonnablement attendre dans les mois d'été. Ils n'ont pas à s'en inquiéter, parce que selon eux, le peuple américain ne pourra pas les chasser du pouvoir en novembre. S'ils ont le sentiment d'être aux commandes, qu'ils ont mis en place les systèmes de comptage automatisés et toutes les formes de corruption qui vont avec. Et je dis ça en connaissance de cause, parce que j'ai été très actif dans la politique électorale. Je sais comment fonctionne le vote. J'y ai participé personnellement.
Donc je sais vraiment que si vous contrôlez le processus électoral, vous pouvez obtenir à peu près le résultat que vous voulez. S'ils sont convaincus qu'ils peuvent le faire, qu'ils auront l'argent et le personnel nécessaire, alors ils n'ont pas à s'inquiéter. Dans ce cas, les Iraniens se seraient trompés, parce qu'ils auraient sous-estimé à quel point l'inflation peut provoquer une douleur économique réelle. Et il faut se souvenir que l'inflation a toujours été, comme ces bons critiques l'ont toujours su, autant une guerre de classe qu'un phénomène économique. Pour être très direct, les riches ne se soucient pas vraiment de l'inflation, parce qu'ils ont les moyens d'augmenter leurs revenus en même temps que les prix montent. La classe ouvrière, elle, soit parce qu'elle est salariée, soit parce qu'elle est coincée dans une convention collective qui dure 3 ou 4 ans, n'a pas la possibilité d'augmenter ses prix, c'est-à-dire le prix de sa force de travail, ses salaires et ses revenus, au même rythme que la hausse des prix. Donc, l'inflation a tendance à redistribuer la richesse du bas et du milieu vers le haut. Autrement dit, les décideurs subissent généralement moins la pression de l'inflation que le reste de la population. C'est une façon de pénaliser les autres. C'est une première possibilité. L'autre, bien sûr, c'est qu'ils se trompent et qu'ils ne parviendront pas à contrôler l'élection. Et que M. Trump, qui de toute façon ne peut pas se représenter, a décidé d'y aller à fond parce qu'il n'a plus rien à perdre. Il est fini. Après cette élection, il sera un président en fin de mandat, un lame duck, comme on dit. Et traditionnellement, ça veut dire qu'il ne peut plus faire grand-chose. Et comme sa popularité de masse est plus faible que jamais et que la communauté MAGA est plus réduite que jamais, son avenir ne s'annonce pas très réjouissant. Alors, il a décidé de rester dans la course, d'essayer au moins de sombrer dans les flammes plutôt que de disparaître en silence. Si c'est bien ça, alors pensez à cette ironie. Ce seront les autres républicains, ceux qui craignent d'être entraînés dans sa chute, qui devront le convaincre d'adopter une stratégie plus conciliante. Par exemple, déclarer la victoire sur l'Iran, ce qu'il fait déjà presque tous les jours. Vous n'avez pas d'armée, pas de marine, tout ça n'a absolument rien à voir avec la situation. Mais c'est une façon de répéter encore et encore qu'il est le gagnant, qu'il est le gagnant, qu'il est le gagnant. Vous voyez, c'est ce qu'il a toujours voulu. Tous les grands projets ou les grandes entreprises auxquelles il a participé ont fini en faillite, mais lui, il reste toujours le gagnant. Et là, c'est simple. S'il réussit ça, il sauvera les autres républicains. Sinon, ils se retrouvent face à une situation très dangereuse pour eux. Parce que si en novembre, il y a un raz-de-marée électoral, et souvenez-vous, c'est pas si loin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 5 mois. En gros, 5 mois. Et si vous avez vu, par exemple, les résultats de l'élection du candidat au Sénat, Graham Platner, dans le Maine, eh bien voilà quelqu'un qui, si vous les lisez, lui et d'autres comme lui, ne se contenteront pas d'avoir un programme différent. Ils vont faire aux actions de Trump ce que Trump a fait à Biden et à Obama. La moitié de ce que Trump a fait, c'était pour annuler ce qu'avaient fait Biden et Obama. Et ce que vous verrez avec des gens comme Platner, ce sera l'inverse. Ils vont revenir sur tout ce que Trump a fait. Et pour beaucoup d'entre eux, et là, j'inclus le grand patronat, ils ne veulent surtout pas qu'on revienne sur les baisses d'impôts de 2017, ni sur la grande et belle réforme fiscale de l'an dernier. Ils veulent les garder. Ils ne veulent pas de gens qui viendraient les annuler. Richard, tu as parlé de la question du temps. Et je pense que c'est là que tout se joue. Trump ne se préoccupe peut-être pas seulement des milliardaires,
mais surtout des marchés boursiers et obligataires. Et ça va être crucial pour le calendrier. Parce que je pense qu'il a compris, Trump et ses conseillers ont compris, que le temps ne joue pas en faveur des États-Unis dans leur confrontation avec l'Iran. Plus ça dure, plus les États-Unis risquent d'être poussés vers ce qu'on appelle la falaise énergétique. Les dirigeants des compagnies pétrolières, les analystes des prix du pétrole et plusieurs publications spécialisées disent que ce moment pourrait arriver à tout moment entre le 4 juillet et la mi-juillet, quand la réserve nationale de pétrole sera épuisée et qu'il ne sera plus possible de maintenir artificiellement les prix bas en vendant du pétrole issu de cette réserve. You're going to have the oil prices rise very sharply to a point where it requires large shutdowns of major industries, and especially affected will be what is Trump's strongest mega political voice in the farming regions of the country, the West. And the Northwest. Already, farm bankruptcies are way up because the farmers cannot afford to make a profit by planting the crops this year if they have to pay the rising prices of fertilizer and the rising prices for harvesting equipment and the rising cost of financing the sale of their crops in advance that they have to pay to the banks and the large crop distributors. So this is forcing Trump to... Donc, tout ça oblige Trump à adopter, en gros, la même réponse d'urgence qu'il a eue jusqu'à présent. Ils ont une limite de temps pour savoir combien de temps ils peuvent tenir face à l'Iran. Et je pense que c'est ce qui explique pourquoi Trump remet sur la table la question de la fausse bombe atomique. Trump a dit qu'on ne pouvait pas avoir d'accord tant qu'on n'abordait pas ce qui, selon lui, était le problème numéro 1, l'Iran avec une bombe atomique. Ce qui rend tout ça si fictif, c'est que d'abord, ça empêche toute discussion sur une éventuelle attaque de vraiment résoudre le problème. Autrement dit, Trump n'a jamais pensé que la négociation pouvait aboutir à une solution réelle. C'est pour ça qu'il a relancé le sujet de la bombe atomique. That's why he raised the atomic issue. But also, in the last 2 days, Seymour... Mais aussi, ces 2 derniers jours, Seymour Hersh a publié sur sa page Substack que Trump aurait discuté avec son équipe de l'idée d'utiliser une bombe atomique contre l'Iran. Il aurait envisagé cela dans sa volonté désespérée de mettre fin à la guerre rapidement, avant que l'Iran ne continue de bloquer le commerce du pétrole venant des pays arabes de l'OPEP, ce qui entraînerait une flambée des prix du pétrole aux conséquences économiques dévastatrices, dont nous avons déjà parlé, non seulement pour l'économie américaine, mais aussi pour d'autres économies. Je dois dire que je suis un peu surpris que l'Iran n'ait pas réagi dès le départ en disant quelque chose comme « Bien sûr, nous sommes prêts à accepter toutes vos propositions concernant l'enrichissement de l'uranium et l'arrêt du programme nucléaire. Nous sommes d'accord pour conclure tout accord qui s'appliquerait de la même manière à Israël avec ses 200 bombes atomiques déclarées. » Parce qu'Israël est un pays terroriste qui menace de bombarder l'Iran, avec lequel il est en guerre. L'Amérique, elle, possède des centaines de bombes atomiques. Elle est aussi en guerre avec l'Iran. L'Iran, non seulement n'a pas de bombes atomiques, mais d'après le résumé de Tulsi Gabbard sur les rapports de toutes les agences de renseignement, il n'a fait aucun effort pour en développer une ces dernières années. Je me dis, pourquoi l'Iran ne mettrait-il pas tout simplement la question de côté en disant « Nous allons renoncer à toutes nos bombes atomiques et même à notre uranium enrichi si Israël fait la même chose. » C'est nous, le pays menacé par la bombe atomique, celui qui est attaqué. Nous ne sommes pas les agresseurs dans cette guerre. Nous sommes attaqués par 2 pays qui ont la bombe atomique et qui parlent ouvertement de s'en servir. Et pourtant, ils agissent comme si c'était nous le problème. C'est un point de rupture dès le départ. Et je suis sûr qu'ils l'ont fait comprendre.
même indirectement. Les intermédiaires pakistanais ont essayé de dire, bon, est-ce qu'on peut continuer à discuter? Et je pense que oui, l'Iran a continué à parler parce que, selon moi, la Chine veut qu'il continue à parler. Et j'imagine que la Chine, c'est un peu la carte imprévisible dans toute cette affaire. Certains de vos invités ont d'ailleurs souligné qu'il semble que la Chine ait donné à l'Iran des indications sur les cibles à viser, sur l'origine des avions américains. Et même si les États-Unis se sont contrés sur la destruction des radars défensifs iraniens, ils disent en gros, le fait que vous défendiez votre pays, c'est un signe d'attaque, parce que vous cherchez à vous protéger pour pouvoir nous contre-attaquer quand nous vous attaquerons. C'est encore une fois du double langage à la Orwell. La défense est soudainement présentée comme de l'agression. Et je pense que, très probablement, la Chine, et j'en suis sûr, la Russie aussi, ont tout intérêt à empêcher que l'Iran soit pris par les États-Unis, occupé par les États-Unis, puis qu'il lance une attaque de type ukrainien contre la Russie depuis le sud, en remontant par l'Azerbaïdjan vers le nord. C'est justement cette urgence dans le calendrier qui rend la question nucléaire si pressante. Et hier, lors de la réunion aux Nations Unies avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, il a été dit que l'Iran devait ouvrir son programme nucléaire aux inspections et refaire ce qu'il avait déjà fait auparavant. Nous devons parler à vos scientifiques nucléaires pour pouvoir donner leurs noms et leurs adresses aux assassins israéliens afin qu'ils les éliminent. Parce que, selon cette logique, tout docteur en physique pourrait un jour travailler sur une bombe atomique. Et il faudrait aussi s'assurer de détruire la classe iranienne la plus intelligente, la plus instruite, celle des scientifiques et des ingénieurs, pour se sentir en sécurité. En fait, il faudrait tout simplement rayer l'Iran de la carte, sinon nous ne serions jamais en sécurité. Notre sécurité dépendrait donc de la destruction atomique ou autre de l'Iran. Voilà, en gros, la politique de négociation américaine. Et je pense qu'à présent, l'Iran, la Chine, la Russie et le reste du monde l'ont bien compris. C'est ça l'enjeu de ce soir. Richard, concernant le calendrier, voici ce qu'a dit Keith Kellogg. Michael a évoqué l'usage de l'arme nucléaire. Et voici ce que le général Keith Kellogg a déclaré sur Fox News. En gros, il tient le même discours. Il parle lui aussi de l'utilisation de l'arme nucléaire. Faire la guerre pendant des années, ce n'est pas la manière américaine de faire la guerre. C'est un type de conflit auquel on s'est habitué ces dernières décennies, avec ce qu'on a fait en Afghanistan ou en Irak. On devrait revenir à la façon dont on faisait pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. On va au bout, guerre totale, on les écrase, et on dit, si vous voulez venir discuter, vous avez notre numéro. Mais d'ici là, c'est terminé. Parce qu'en ce moment, on joue selon leurs règles, pas les nôtres. Alors jouons selon les nôtres et forçons-les à venir à nous. Oui, il a dit Richard. Il parle en fait de l'utilisation d'armes nucléaires. Vas-y. Oui, c'est exactement ce que fait un empire. L'empire devient le contexte. L'éléphant dans la pièce dont personne ne parle, c'est l'empire. Quand l'Iran, en 1953, a eu l'idée de nationaliser le pétrole, c'était une violation de l'empire. Comme Michael ne cesse de le rappeler, l'empire veut contrôler le pétrole. Et toute personne qui s'en mêle est considérée, à juste titre, comme une menace pour l'empire. Pour faire passer ce message à votre population, qui peut être un peu perdue, parce que le pays gère son propre pétrole, parce qu'il est pauvre, parce qu'il a fait tout ça de manière démocratique, on surmonte ces contradictions avec une rhétorique excessive. Il fabrique une bombe atomique, il massacre des enfants, Enfin, faites ce qu'il faut.
Les États-Unis, pendant leur période impériale, ont toujours présenté quiconque remettait en cause cet empire comme un monstre. Tout le monde devenait un nouveau Joseph Staline. Aujourd'hui, M. Poutine, c'est Staline. Il écrit juste son nom autrement. Saddam Hussein, lui, c'était un autre Hitler. Et Kadhafi, en Libye, pareil. Les journaux étaient littéralement remplis de comparaisons. Voilà Hitler, on se débarrasse d'Hitler. C'est pour ça que le général turc, dont vous parliez tout à l'heure, fait référence à la Seconde Guerre mondiale. C'est la dernière guerre que les États-Unis ont réussi à gagner. Mais il oublie un petit détail. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le nombre officiel de Russes tués tourne autour de 25 millions de personnes, et le nombre d'Allemands tués autour de 8 millions. Le nombre d'Américains tués, vous êtes prêts? 400 000. Vous vous rendez compte? Est-ce que les gens ont la moindre idée de ce que signifie la guerre quand vous avez 25 millions de morts tout autour de vous? La guerre s'est déroulée d'un bout à l'autre, de la frontière jusqu'à Moscou, puis dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il y a eu 25 millions de morts. Aucun Russe ne peut vivre la guerre comme les Américains. Les Américains, eux, l'ont à peine ressenti. Après Pearl Harbor, aucune bombe n'est tombée sur le sol des États-Unis. Aucune gare n'a été détruite. Aucune école d'enfants n'a été rasée. Rien. La guerre a remis les Américains au travail. Elle a été économiquement positive, comme d'ailleurs elle l'a été pour la Russie en Ukraine, ce qui bouleverse profondément les Américains. Mais oui, lui, il veut qu'il joue à l'américaine. Il veut que tout repose sur la puissance aérienne. Et il ne comprend pas. Il y a une vieille blague dans les milieux militaires. Chaque guerre se fait avec les meilleures armes de la guerre précédente. Pourquoi? Parce que ceux qui ont gagné la dernière guerre ont tendance à garder les armes qui leur ont permis de le faire. Mais ceux qui ont perdu, eux, travaillent sur des armes que personne n'a encore utilisées, parce que ça leur donnera un avantage la prochaine fois. L'Iran, ça fait maintenant 75 ans. 75 ans qu'il cherche à comprendre quelles sont les armes qu'il peut utiliser. Et fermer le détroit d'Ormuz, c'est une arme qu'il peut utiliser. Ces montagnes, son immense territoire, lui permettent de cacher de vrais silos à missiles et de faux silos, côte à côte, ce qui rend l'aviation américaine beaucoup moins efficace qu'elle ne le serait autrement. Ils ont dû comprendre ça. C'est un peu comme pour votre public, le retour du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Comment ont-ils fait? Ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit, entre eux, les États-Unis sont l'empire dominant. Si on veut construire notre propre système capitaliste, il faut produire ce que produisent les Américains, soit en mieux, soit à moindre coût, ou encore mieux, à la fois mieux et moins cher. Et c'est pour ça qu'on conduit tous des Toyota. Ils ont compris le principe. Les Allemands aussi, avec la Volkswagen. Sinon, on ne peut pas expliquer pourquoi. Et vous savez, toi, moi et Mickaël, on en a parlé la semaine dernière. Pourquoi des pays comme la Chine, qui n'ont reçu aucune aide au développement économique de l'Occident, aucun plan Marshall, aucune armée de jeunes intellectuels venus les aider à augmenter leur taux d'épargne ou leurs investissements, pourquoi la Chine a mieux réussi? Parce que la Chine n'a pas eu d'ingérence dans ce processus. Soit nous battons l'Occident dans la production de biens et de services, en faisant mieux, moins cher, ou les deux. Soit nous serons à nouveau vaincus, comme pendant ce que Xi Jinping appelle nos 100 ans d'humiliation. C'est très proche de la situation de l'Iran. Le dernier point, et peut-être le plus important au fond, c'est qu'on ne peut pas vaincre l'Iran. C'est bien ça le problème. Le problème pour les États-Unis, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. La Chine, elle, produira des drones, des missiles, tout ce qu'on veut, indéfiniment.
Elle dispose d'une base industrielle plus vaste que tout ce qu'on trouve en Occident, ou même que l'ensemble des grands pays occidentaux réunis. Et je ne parle même pas de la Russie, juste de la Chine. Elle partage une immense frontière avec la Russie, ce qui lui permet d'envoyer facilement les drones, les missiles et tout le reste entre les mains de la Russie. Et la Russie, elle, Ratsnomersptien. Russia shares the Caspian Sea with Iran. The boats can go from a Russian port on the Caspian Les bateaux peuvent partir d'un port russe sur la mer Caspienne et aller jusqu'au nord de Téhéran, toujours sur la Caspienne. Ils peuvent y transporter tous les missiles et les drones. Qui va les arrêter? Que vont faire les États-Unis? Eh bien, dans le monde imaginaire de ce général sénile que vous venez d'avoir, ils vont leur apporter la guerre. Et vous, qu'allez-vous faire? Vous allez bombarder la Russie et la Chine? À ce moment-là, c'est fini. Ils ont déjà les moyens de vous bloquer, de recommencer, de vous faire exactement ce que vous êtes prêt à leur faire. C'est une recette pour l'autodestruction. Ou alors, c'est du vent. Et cet homme est trop vieux pour se rendre compte de ce qu'il fait. Il propose une impasse pour tout le monde, ou un échec. Voilà les seules options qu'il laisse. Et il s'étonne peut-être que personne à Washington ne l'écoute. Mais moi, non. Parce que ce serait, et c'est déjà, une tepfrightmean tupads. because it is and would be a complete waste of time. I'm glad you mentioned air power, Richard, because Je suis content que tu aies parlé de la puissance aérienne, Richard, parce que c'est en réalité la seule arme dont les États-Unis disposent. Mais la puissance aérienne, à elle seule, ne peut pas vaincre un pays, comme tu viens de le dire. Seule une occupation militaire, avec une armée sur le terrain, peut y parvenir. Donc, la seule façon pour les États-Unis de gagner cette guerre, ce serait de détruire l'Iran. S'ils ne peuvent pas en prendre le contrôle et s'emparer de son pétrole, alors ils le détruisent, parce que ce pétrole est la principale source qui empêche les États-Unis de dominer tout le commerce mondial du pétrole, en dehors de la Russie, qu'ils ont sanctionné. Et tant qu'ils ne peuvent pas empêcher l'Iran, avec la Russie, d'être un fournisseur alternatif de pétrole, les États-Unis ne peuvent pas vraiment transformer le commerce du pétrole en arme de pression contre d'autres pays pour les menacer de les priver d'énergie et provoquer une crise s'ils ne suivent pas la politique américaine. Eh bien, ça veut dire qu'on va voir la puissance aérienne à l'œuvre aussi longtemps qu'on pourra la voir. Parce que, franchement, je ne vois pas d'invasion possible, sauf peut-être une invasion suicidaire de l'île de Karg, là, dans le détroit d'Ormuz. La vraie question c'est, est-ce que l'Iran va riposter, non seulement en attaquant les avions comme il l'a déjà fait, mais aussi les porte-avions qui suivent tout ça et qui sont censés larguer une partie des bombes. Et puis, que vont faire la Russie et la Chine pour protéger l'Iran contre ces porte-avions et contre ces autres bombardiers? À part, bien sûr, donner à l'Iran les coordonnées des avions ravitailleurs et des autres appareils qui, au cours des dernières 24 heures, sont déjà partis d'Europe de l'Ouest et de l'océan Indien en direction de l'Iran. En dehors de la destruction de l'Iran par la bombe atomique, les États-Unis essayent de cibler ces installations d'eau, ces usines de dessalement. Ils ont déjà commencé à le faire depuis 48 heures. C'est contraire aux lois de la guerre. Est-ce que l'Iran va répondre en détruisant les usines de dessalement d'eau aux Émirats et dans les pays voisins? Je ne les vois pas faire ça contre l'Arabie saoudite, mais plutôt contre les pays les plus actifs aux côtés des États-Unis et d'Israël. Parce que c'est là que se trouvent tous les investissements des Émirats. C'est aussi pour ça qu'ils travaillent avec le gendre de Donald Trump, Kushner, pour développer cette fameuse île albanaise dont on parle tant dans les médias. Alors, est-ce que l'Iran va bombarder ces installations? Ce serait une forme de symétrie avec ce que les États-Unis et Israël essayent de faire. Il subit une sécheresse.
Ce sont exactement le genre de catastrophes environnementales. Toutes les règles de la guerre sont violées par les États-Unis et par Israël, et le reste du monde continue de rester spectateur. Et je viens de vérifier pendant qu'on parle, pendant notre conversation, le marché boursier américain a encore grimpé. Les taux d'intérêt à long terme, eux, sont en train de baisser. Tout le monde pense, enfin quand je dis tout le monde, je parle de l'ensemble des investisseurs sur les marchés d'actions et d'obligations aux États-Unis et apparemment dans le monde entier, que Donald Trump dans les prochains jours pourrait effectivement négocier à coups de bombe, comme il l'a dit, contre l'Iran et mettre fin à la guerre. Tout ça ressemble à un pur fantasme. J'ai du mal à imaginer que l'Iran se laisserait détruire. Et si la menace devenait vraiment sérieuse, je ne vois pas la Chine ni la Russie accepter d'être détruites non plus. Parce que ce serait en fait abandonner totalement le contrôle du commerce du pétrole et à travers lui du système financier international aux États-Unis. C'est un bras de fer entre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, on peut dire l'Occident, avec le Japon, la Corée du Sud et les Philippines face au reste du monde. Et ce qui est frappant, c'est que le reste du monde, tout comme la classe des investisseurs, semble complètement paralysé, incapable d'agir dans tout ça. Comme vous l'avez vu lors du vote d'hier aux Nations Unies, dont j'ai parlé, l'Agence de l'énergie atomique essaie de faire croire que tout ça tourne autour de l'Iran, qui voudrait bombarder Israël, les États-Unis et leurs alliés, et que ça n'a absolument rien à voir avec le pétrole. C'est soi-disant une question secondaire. On y viendra plus tard. Après avoir passé les 10 prochaines années à débattre pour savoir si Israël doit rejoindre l'Agence de l'énergie atomique, laisser entrer ses inspecteurs et démanteler ses 200 bombes atomiques. Ce qui, bien sûr, n'aboutira à rien. Tout cela n'est qu'un écran de fumée tellement transparent. Enfin, je suppose que dans ce cas, ce n'est même plus un écran de fumée. Qu'on ne peut qu'être stupéfait par l'inaction et la paralysie dans lesquelles se trouve aujourd'hui le reste du monde. Richard, il y a quelques instants, Donald Trump a déclaré « Ma préférence a toujours été de prendre l'île de Hark. Une fois que vous le faites, ça prend un peu plus de temps, mais c'est garanti et ça rapportera une fortune énorme. Mais je ne sais pas si l'Amérique en a le courage, pour être honnête avec vous. » Voilà ce qu'il a dit. Et il a poursuivi en ajoutant « Si c'était moi, nous aurions conquis le Vietnam en 3 ou 4 mois. » Il a vraiment continué sur cette idée. C'est incroyable, la façon dont il relie l'Iran au Vietnam, et il pense pouvoir faire quelque chose de similaire. On connaît les pertes humaines au Vietnam. L'Iran, ce n'est pas la même chose. Allez-y, quelle est votre lecture de tout ça? Eh bien, personne ne devrait être surpris. C'est une mentalité impérialiste. À l'époque de la guerre du Vietnam, en 1975, si vous parliez à ce genre de mentalité, M. Trump à ce moment-là, qui n'était qu'un jeune playboy, ou pire, s'il a eu autant à faire avec Epstein qu'on peut le penser, lui, et des gens comme lui, disaient la chose suivante. Ils étaient partout. Leur raisonnement, c'était à peu près ça. On aurait pu vaincre le Viet Cong. En 2 ou 3 mois, on aurait pu les bombarder jusqu'à l'âge de pierre. On l'a pas fait. On aurait pu, mais on l'a pas fait. Alors la question c'est, qui a manqué de courage? Qui est le bouc émissaire qui, soi-disant, a perdu le Vietnam pour nous? C'est la même plainte qu'on entend de ce genre de personnes sur tous les sujets depuis la Seconde Guerre mondiale. Si on regarde l'histoire de la République populaire de Chine, dès que la guerre civile et la révolution ont été remportées par Mao Zedong, le Congrès des États-Unis a organisé des auditions intitulées « Qui a perdu la Chine ?» Harry Dexter White, un homme politique connu du département d'État, a vu sa carrière brisée parce qu'il avait participé à un moment donné à certaines négociations.
Et ça a suffi pour que la mentalité républicaine de M. Trump le désigne comme le méchant de l'histoire. Peut-être qu'il était jeune à l'époque. Peut-être qu'il n'était pas engagé politiquement à gauche. Peu importe. C'est toujours la même histoire. On aurait pu gagner en Afghanistan. On aurait pu gagner en Irak. On aurait pu gagner en Ukraine. Mais on n'a pas mené le combat comme il fallait. Et quelqu'un nous a trahis. Alors, on cherche un adversaire. On essaie de lui faire porter la faute. On fait de son mieux. C'est toujours la même histoire. M. Trump n'a pas su inventer une nouvelle histoire. Il n'en a pas la capacité. Il ne l'a jamais eue. Il ressasse les vieilles histoires. C'est tout ce qu'il a toujours fait. Et c'est exactement ce qu'il fait ici. Encore une histoire du genre. Si seulement je pouvais faire ce qu'il faut faire. Mais il pense que les démocrates, ou peut-être même le peuple américain tout entier, n'auront pas le courage nécessaire pour faire ce qu'ils considèrent comme un acte viril. C'est puéril, c'est dépassé, c'est ennuyeux. Et franchement, c'est la meilleure réaction qu'on puisse avoir. Si vous voulez comprendre l'économie mondiale, il faut commencer par remarquer une chose. Un pays possède environ 750 bases militaires à travers le monde. Aucun autre pays n'a quoi que ce soit de comparable. Ce pays, c'est les États-Unis. La Chine, elle, a une base à Djibouti. Une seule. Les États-Unis en ont 750. C'est un empire sans postes coloniaux. Les Romains avaient des avant-postes partout en Europe quand ils avaient leur empire. Les Ottomans faisaient la même chose à leur époque. Les Perses aussi, si vous me permettez, quand ils avaient leur empire. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui le font. Et un empire considère toute personne, n'importe où, qui veut développer son économie, sa politique ou sa culture de manière indépendante, comme une menace, et il la traite comme telle. Mais ce qu'il faut faire, c'est remettre sans cesse en question les présupposés implicites dans tout ça. Il y a eu un moment assez révélateur, il y a environ une semaine, quand M. Trump, lors d'une conférence de presse, tout le monde parlait du détroit d'Ormuz. Alors un journaliste lui a demandé « Et les Iraniens alors ?» Les Iraniens vont faire payer un droit de passage à chaque navire qui traverse cette zone. Ah, il a répondu, ils ne peuvent pas faire ça. Non, ils ne peuvent pas. Et puis il a ajouté, parce que, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le plus futé du lot, il a dit, c'est contraire au droit international. Monsieur Trump, oui, c'est bien lui qui dit ça. Et ensuite il ajoute, le passage là-bas doit être libre. Personne ne peut le contrôler. Mais il précise aussi qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce que nous, les Américains, on gardera un œil, selon ses mots, notre œil, sur la situation, et qu'on ne laissera personne, en d'autres termes, personne qui voudrait exercer un contrôle sur quoi que ce soit, menacer le fait que nous l'avons déjà ou que nous le voulons. Et si quelqu'un essaye, eh bien, on le bombardera. Michael a tout à fait raison. Si vous remettez en cause l'Empire, vous vous faites bombarder. C'est une bombe. Et ensuite, on va continuer à te bombarder jusqu'à ce que tu dises « S'il vous plaît, arrêtez de nous bombarder ». Et là, on répond « D'accord, voici ce que tu dois faire, et on ne te bombardera plus ». C'est exactement le plus vieux jeu mafieux du monde. C'est comme quand un petit pressing reçoit la visite de 2 types en imperméable qui expliquent au propriétaire « On va passer 1 fois par semaine pour récupérer $500 de ta prime d'assurance ». Et le nettoyeur demande « Mais pourquoi j'aurais besoin d'une assurance ?» Ils sourient et répondent « Tu en as besoin, de nous. Si tu ne payes pas, on te montrera pourquoi tu as besoin d'assurance. » Voilà ce que c'est. Le seul problème, c'est qu'avec la Chine, la Russie, les BRICS, tout ça est en train de s'effondrer lentement, douloureusement. Et c'est ça, le vrai sujet, celui qui ne disparaîtra pas, quoi qu'il arrive en Iran.
Where is all of this leading? I think the world needs Où tout cela nous mène-t-il? Je pense que le monde aura besoin d'une commission du type de Nuremberg, une fois la guerre terminée, pour engager des poursuites pour crimes de guerre contre les responsables de ce conflit. Nous savons qui ils sont. Et cette commission pourrait, en principe, accorder des réparations. C'est ce qui s'est toujours fait dans les grandes guerres. Depuis la guerre franco-prussienne de 1871, des réparations. La Première Guerre mondiale, des réparations. Le vrai problème, c'est comment les percevoir et comment traduire en justice les personnes accusées de crimes de guerre si elles trouvent refuge et protection aux États-Unis. La seule façon de mettre un terme définitif à tout cela, c'est d'isoler les États-Unis. Les États-Unis essayent d'isoler tous les autres pays en imposant des sanctions, en s'emparant de leurs dépôts, de leurs réserves d'or, de leurs ressources pétrolières et de tout ce qu'ils peuvent prendre ailleurs. Les autres pays devraient traiter les États-Unis comme les sociétés anciennes traitaient les hors-la-loi. On les exilait. Dans l'Antiquité, il y avait des cités de refuge où l'on envoyait ces gens-là. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Mais je pense que la seule façon de faire respecter le droit international pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent, c'est de créer une commission sur les crimes de guerre, une commission sur les réparations, avec le pouvoir d'indemniser les victimes de la guerre menée par les États-Unis, Israël et les pays d'Europe occidentale membres de l'OTAN contre l'Iran et contre les autres pays qui ont été touchés par tout cela. C'est une tâche qui va soit transformer les Nations Unies, soit conduire à la création d'un nouvel organisme international, doté d'un pouvoir d'application que l'ONU n'a jamais eu, et libéré de la corruption et de la décadence qui ont permis à l'ONU d'accuser l'Iran simplement d'y penser. Cette même corruption a permis à Trump d'entretenir ce cauchemar délirant selon lequel l'Iran pourrait faire à l'Amérique et à Israël ce que l'Amérique et Israël prévoient. Espèrent et veulent faire à l'Iran lui-même, l'anéantir par l'arme atomique. Voilà l'ampleur du combat qui se dresse aujourd'hui devant le reste du monde et qu'il faut absolument résoudre. Je peux seulement ajouter que je partage l'avis de Michael. J'aimerais que ce soit possible. J'aimerais même que ce soit déjà fait. Mais la vérité, c'est que nous n'en sommes pas encore là. Ce qu'on voit, c'est un processus lent, désespérément lent, dans lequel la Chine, la Russie et les pays des BRICS gèrent ce gouvernement américain de plus en plus incontrôlable, en manœuvrant autour de lui, en s'aidant mutuellement pour compenser les sanctions et tout le reste de ce que l'Empire essaie de faire. Mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui, et je ne le pensais pas encore il y a 1 an ou 2, qu'en observant l'évolution des choses, il devient de plus en plus clair que la combinaison de la Chine, de la Russie et des BRICS est en train de transformer le programme américain, celui qui visait à isoler tous ceux qui menacent l'Empire, en un programme qui, ironiquement, finit par les États-Unis eux-mêmes et non les autres. Vous êtes en train de vous détruire vous-même en menant une guerre commerciale et une guerre des tarifs. Tout ça, c'est flou, symbolique et franchement très insuffisant. Et puis, vous déclarez la guerre à l'Iran, au Venezuela, à Cuba. Remarquez encore une fois, le grand empire fait la guerre à ses plus petits et plus pauvres subordonnés. Le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak. Oui, l'Iran est un peu plus développé, et regardez à quel point ça leur pose plus de problèmes. À quel point l'Iran peut riposter. Je ne veux rien enlever à l'Iran, mais c'est en partie grâce aux BRICS, dont l'Iran est un membre précoce, et aussi grâce à la Russie, à la Chine et aux autres. Les États-Unis ont de plus en plus de mal. C'est pour ça qu'il faut qu'elle laisse vaguement entendre qu'elle va se replier sur l'hémisphère occidental.
Elle n'a pas encore besoin de le faire. Elle ne va pas le faire tout de suite. Elle va essayer de tenir ailleurs, comme au Moyen-Orient. Mais elle est en difficulté. Michael avait raison. Il faut une armée. C'est pour ça que vous ne contrôlerez jamais vraiment le Venezuela, parce que vous ne pouvez pas y envoyer une armée. Il y aurait trop de gens qui tireraient sur cette armée. Alors oui, vous pouvez enlever le président, mais ça ne suffit pas. Peut-être que vous ferez la même chose en Iran. Qui sait? Nous assistons au déclin d'un empire. À mon avis, c'est le fil conducteur de tout ce dont nous avons parlé depuis 1 an ou 2. Oui, merci beaucoup Richard et Michael d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. On se parle la semaine prochaine. Oui, à bientôt. Salut!